Donc bonjour à tous. Je vais aussi vous parler d'innovation par le design, donc, en m'intéressant plus au sujet du design de service et de l'expérience utilisateur. Alors j'espère que je ne me répéterai pas trop par rapport à la présentation de Monsieur Rebourg. Donc on va essayer de regarder ça. On va essayer surtout de savoir en quoi le design peut être un levier de différenciation et d'innovation pour les entreprises. Alors je ne sais pas comment ça s'affiche. C'est géré par la technique, s'ils peuvent nous afficher voilà, la présentation, s'il vous plaît. Alors, tout d'abord, je me présente, je suis Clarisse Moison. Donc, moi, je ne suis pas designer, donc je viens des sciences sociales, j'ai fait Sciences Po. Par contre, je me suis toujours intéressée au design. Et quand j'ai fondé We Do Studio, donc notre agence de conseil en innovation et design d'expérience, en fait, j'ai cherché des hybridations entre ces deux modes de pensée, entre les sciences humaines, entre le commercial et le designer, pour justement apporter des méthodologies d'innovation pour les entreprises. Alors, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que, comme vous le savez certainement, le rôle du designer a complètement changé dans les entreprises, notamment aux États-Unis. En France, c'est en cours de transformation, mais aux États-Unis, on sait bien que le designer a pris une place très prégnante, à la fois dans les startups avec Airbnb, Joe Gebbia et Brian Chesky, mais aussi des départements de design intégrés, où on voit que chez Nike, chez Mars ou chez IBM, les designers font partie intégrante du comité de direction et deviennent des top managers et donc sont partie prenante des processus d'innovation. Alors on va voir pourquoi et en quoi le design peut s'intégrer dans cette nouvelle culture de l'entreprise, et notamment en France. Alors donc la problématique, c'est de savoir comment celui-ci peut être un levier de compétitivité, de différenciation pour les entreprises. On va voir, bon, moi je représente vraiment la vision de l'entreprise, parce que je travaille pour des grands groupes, presque uniquement pour les grands groupes français. Et on voit que dans ces grands groupes, il y a tout d'abord un changement de paradigme, c'est-à-dire que ces grands groupes ont produit depuis des années une multitude de services qui sont toujours plus diversifiés et toujours plus complexes, et qui font aujourd'hui veiller à mettre en cohérence, à mettre en musique. Donc, c'est-à-dire que vous savez que dans des grandes entreprises, il y a des silos et que c'est très compliqué de travailler dans la pluridisciplinarité et en transversalité. Deuxième changement de paradigme, comme l'a dit M. Rebourg, c'est le passage de l'économie de la propriété à l'économie de la fonctionnalité. Donc, c'est-à-dire qu'avant, comme vous le savez certainement, on était sur une économie centrée sur le produit. Donc l'utilisateur, le client était davantage intéressé par la possession. Et aujourd'hui, on va vraiment s'intéresser à l'usage, à l'expérience que va nous procurer un produit ou un service. Et donc, finalement, les entreprises ont pris conscience que le client n'achetait plus forcément des objets, mais des émotions. Il va vraiment s'intéresser plutôt à la valeur expérientielle que va lui offrir un service ou un produit. On a cet exemple de GoPro qui, au départ, n'offrait pas une qualité d'image et une lentille qui était forcément plus optimale qu'un appareil numérique, mais l'usage qu'elle proposait, que la caméra proposait dans des conditions sportives, véhiculait beaucoup plus d'émotions pour les utilisateurs. Donc c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est comment on va apporter un niveau d'expérience et un niveau d'émotionnel plus fort pour le client. Alors, l'exigence qui en découle pour une entreprise, c'est comment on va travailler d'abord sur la continuité des services dans un monde multi-acteurs. Quand je suis cliente SNCF, je peux à la fois réserver mon billet à l'agence, sur mon téléphone mobile, sur mon ordinateur. Je peux également recevoir du courrier chez moi. Enfin, j'ai vraiment à m'apporter une multitude de services que l'entreprise doit aujourd'hui mettre en cohérence pour que le client vive finalement une expérience qui soit la plus fluide et la plus efficace possible. Donc l'enjeu vraiment, c'est comment on va innover en créant de la valeur servicielle grâce à une stratégie globale qui va allier à la fois le fonctionnel mais aussi l'émotionnel. Et donc l'enjeu aussi, c'est comment on va réfléchir à des solutions qui soient les plus décloisonnées possibles, aussi efficaces pour le client que pour l'employé, pour permettre cette coordination fluide et flexible des acteurs.
Alors, vous le savez certainement, mais je le rappelle toujours, hein, l'expérience utilisateur, c'est évidemment l'ensemble des interactions, des émotions, des perceptions vécues par le client avant, pendant et après l'utilisation d'un service. Et aujourd'hui, la démarche qu'on propose aux entreprises, c'est une démarche qui va s'intéresser d'abord à l'expérience. Donc, on va partir sur le terrain avec des ethnologues, avec des designers, avec des architectes de l'information, pour s'intéresser à cette expérience vécue par le client, pour s'intéresser à leurs usages, à leurs attentes, à leurs émotions, et surtout pour faire la démarche de réaligner les processus sur cette expérience. En fait, aujourd'hui, les entreprises ont vraiment une démarche axée sur les processus, hein, qui définissent toutes les étapes du parcours client. Et ce qu'on propose aujourd'hui aux entreprises, c'est de réaligner l'expérience du client sur ces processus afin que celle-ci soit la plus cohérente et la plus fluide possible. Alors le design de service, c'est donc la scénarisation de cette succession d'événements, d'actions et de résultats qui vont permettre aux clients d'être satisfaits et d'avoir cette valeur expérientielle qui soit la plus efficace possible. Donc pour cela, on va utiliser bien sûr l'empathie, on va utiliser aussi le storytelling, hein, puisque les valeurs d'une marque, le positionnement d'une marque sont très importants dans l'émotion perçue par le client, vécue par le client. Et ensuite, on va utiliser la scénarisation à la fois des objets, des espaces, des messages qui vont être tout autour du client lors de son utilisation du service. Alors le design de service, c'est un processus en 5 étapes, donc c'est un processus que vous connaissez certainement, puisqu'au départ, il est inspiré des méthodologies des designers, mais il est combiné avec les sciences humaines et avec l'anthropologie ou l'ethnologie. Et donc on va commencer par une étape d'observation. Donc comme je l'ai dit, on porte beaucoup d'attention aux sciences humaines, on emmène avec nous des ethnologues sur le terrain, qui vont essayer de comprendre en fait qui est ce client, qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il entend, qu'est-ce qu'il pense, comment il agit et comment il perçoit les interactions, les dispositifs et les supports qui sont mis à sa portée lors de son utilisation d'un service. Et suite à cette observation, on va être capable de formaliser des visualisations synthétiques, donc des parcours clients qui vont un peu synthétiser pour l'entreprise finalement quel est l'état de cet utilisateur et quels sont tous les points de contact qu'il va rencontrer dans son parcours avec la marque. Donc on va s'intéresser à tout ce qui se passe en période de pré-service, donc c'est-à-dire toutes les attentes, toutes les promesses que la marque a pu faire à un client. Donc quand je réserve un billet sur la SNCF, quel dispositif je vais utiliser, est-ce que je vais le réserver avec quelqu'un, enfin vraiment c'est toute cette préparation au service qui peut être intéressante. Ensuite, il y a le service en lui-même, comment je le vis. Et enfin, en post-service, est-ce que je vais le recommander à des personnes? Est-ce que je vais le réutiliser? Est-ce que je vais être fidèle à la marque? Quel souvenir je vais garder de cette expérience? Après, une fois qu'on aura cette première analyse, ce premier diagnostic de l'expérience client, on va être capable de concevoir de manière itérative. Donc là, avec plutôt les méthodologies du Lean Management, on va travailler avec les entreprises sur vraiment des workshops d'innovation pour savoir comment on peut répondre à des points défaillants, des points irritants sur le parcours client et comment on peut identifier des leviers d'opportunité pour innover et pour mieux répondre aux besoins du client de demain. Ensuite, on va également prototyper évidemment ces idées pour les affiner et puis on va les tester avec des utilisateurs afin de voir finalement si les innovations que l'on aura conçues répondent aux gaps qu'on aura identifiés dans la phase d'observation et dans la phase de conception. Alors, il me semblait important de rappeler 2 cas emblématiques de design de service aux États-Unis, qui sont vraiment très souvent cités dans le design de service, pour voir finalement aux États-Unis comment le designer a pris sa place au fur et à mesure des années. Et puis ensuite, je vous parlerai d'un cas qu'on a fait avec Air France,
pour vous montrer comment en France le design est accepté par les entreprises progressivement. Alors le cas Bank of America, c'est donc un cas qui date de 2005, qui s'appelle donc Keep the Change. Alors à l'époque, Bank of America souhaitait innover, était à la recherche d'un nouveau service bancaire à destination des jeunes et à destination des seniors et des retraités, donc des personnes qui ont a priori une faible capacité à épargner. Donc ils ont fait appel pour ça à l'agence IDEO, qui est donc une agence très connue de design américaine, qui a mis en place une série d'entretiens, une série d'observations de ces deux populations, donc les jeunes et les retraités. Et suite à ces entretiens, elles ont révélé deux pratiques singulières qui les caractérisent. Tout d'abord, la difficulté à épargner, et aussi une tendance générale qui était la tendance à arrondir les sommes des transactions. Donc vous êtes aux États-Unis, vous savez que vous avez des taxes en plus de votre note de restaurant. Au lieu de payer 12,27 $, vous allez arrondir au dollar supérieur parce que c'est plus simple et que ça vous évite des calculs. Alors, suite à ces observations, les designers ont été capables d'émettre plusieurs idées. Alors, je crois qu'il y avait 80 idées qui ont été générées au départ pour vraiment répondre aux attentes et aux besoins de cette population. Et puis, ces idées ont été affinées petit à petit dans des workshops. Et puis, elles ont été réduites à une idée, qui est donc l'idée qui était la plus prometteuse, qui est le concept Keep the Change. Alors, Keep the Change, c'est un service bancaire avec sa carte associée qui permet d'arrondir chaque achat au dollar supérieur, la différence étant transférée sur un compte épargne. Donc en fait, si vous voulez, si vous achetez un Coca aux États-Unis, vous l'achetez, il coûte 1,95 $, vous payez 2 $ et vous avez automatiquement 5 centimes qui sont épargnés sur votre compte épargne. Donc c'est un moyen d'épargner qui est très, très indolore pour ces populations et qui est assez efficace, puisque finalement, au cours de la journée, on peut faire une dizaine d'achats et on aura une épargne assez régulière. Et donc, Keep the Change, on voit a très très bien marché, puisqu'il a attiré plus de 2,5 millions de clients en un an, qu'il y a eu plus de 700 000 ouvertures de comptes, et que surtout le concept est encore aujourd'hui très utilisé, puis je crois que 99% des personnes qui ont contracté un compte à l'époque ont toujours un compte chez Bank of America. Donc on voit bien que là, Bank of America, en utilisant le processus d'observation, en utilisant les workshops de prototypage itératif, en utilisant à la fois le design et les sciences humaines, a su répondre à un usage qui est d'une population bien particulière. Alors ensuite, un deuxième exemple que vous connaissez tous, c'est l'exemple d'Airbnb. Donc je vais essayer de ne pas répéter ce qu'a dit M. Rebourg. Donc c'est comment Airbnb est passé d'une start-up en difficulté au business qu'on connaît aujourd'hui, à plusieurs millions de dollars. Alors, vous le savez, Airbnb a été fondé par 3 personnes, dont 2 designers. Et le concept de départ était quand même assez classique, que c'était comment on va offrir une alternative à l'hôtel. Sauf qu'à l'époque, une alternative à l'hôtel, ça existait déjà énormément. Vous étiez en France ou en Écosse, combien de fois on voyait des panneaux chambres à louer ou des plateformes qui existaient déjà et qui n'étaient pas forcément très innovantes pour Airbnb. Donc en 2009, la start-up enregistre $200 de revenus hebdomadaires, donc ça ne marche pas. Et donc l'équipe des 3 fondateurs décide d'aller à la rencontre des utilisateurs, donc vraiment à la rencontre des usages et des attentes de leurs utilisateurs. Donc ils prennent des billets d'avion pour plein d'endroits dans le monde, ils réservent des appartements sur Airbnb et ils essayent de voir en fait quelles sont les problématiques qui sont rencontrées par leurs clients ou par les utilisateurs. Ils se rendent compte qu'en fait, tout simplement, il y a plusieurs problématiques. C'est que le concept est très angoissant pour un client. C'est-à-dire que quand on va voyager à l'étranger, on part déjà vers l'inconnu, on va déjà dans un pays qu'on ne connaît pas. Alors aller en plus dans un appartement qu'on ne connaît pas, voir quelqu'un qu'on ne connaît pas, ça demande quand même un effort assez important et ça peut être très effrayant.
De l'autre côté, quand je suis propriétaire et que je loue mon appartement, ce n'est pas forcément très rassurant d'accueillir quelqu'un que je ne connais pas chez moi. Donc il y a vraiment cette problématique de la confiance qui était très très prégnante dans l'analyse qu'ils ont pu faire. Ensuite, il y avait aussi les problèmes de légalité qui étaient un frein, et les problèmes d'image, puisque vous savez très bien que l'esthétique compte beaucoup dans la prise de décision. Et donc les photos à l'époque qui étaient prises par les hôtes ne faisaient pas vraiment rêver et n'incitaient pas à la réservation, au voyage. Donc ce qui était aussi un facteur bloquant, un facteur d'échec pour Airbnb. Et donc Airbnb a réfléchi à comment, et c'est vraiment au centre de leur positionnement stratégique aujourd'hui, comment on va installer de la confiance. Alors évidemment c'est une stratégie marketing, mais après ça passe aussi par le design, c'est-à-dire comment on va innover et créer une plateforme qui inspire de la confiance pour le client. Alors ils ont tout d'abord créé un pôle de photographes à travers le monde, ils ont proposé aux hôtes propriétaires d'appartements des services de photographes pour mettre en valeur les appartements. Ils ont également beaucoup travaillé, ils le font encore, sur le UX design pour savoir comment on peut finalement créer un espace qui soit le plus intuitif et le plus fiable possible, avec des informations transparentes, avec des mises en relation directes, des échanges de témoignages, avec aussi un accompagnement du client qui soit le plus poussé possible, avec de l'assistance téléphonique, des traductions, des alertes mail. Et aujourd'hui, on voit que quand même Airbnb vraiment fonctionne très bien, notamment de par cette démarche, de par ce positionnement et cette approche sur les usages. Et il faut savoir que c'est une approche qu'ils ont gardée, puisque si vous êtes embauché chez Airbnb demain, votre première semaine de travail, ce sera à travers le monde et vous allez être vous-même testeur du service Airbnb. Et Joe Gebbia, lui aussi, se vante de toujours louer son appartement. Est-ce que c'est vrai ou pas? Mais en tout cas, il y a toujours cette volonté d'aller vers les clients, d'aller vers les usages, et de ne pas être à distance de ces utilisateurs. Alors, donc maintenant que j'ai rappelé ces cas emblématiques qui sont aux États-Unis, je voulais vous illustrer aussi la présence du design dans les entreprises en France par un cas qu'on a fait l'année dernière chez Air France. Donc, il faut savoir que nous, on est donc une jeune agence, on a 3 ans. Au départ, on est parti un peu avec notre bâton de pèlerin dans les entreprises, à leur parler de design, d'ethnologie, d'anthropologie. Ils nous regardaient un peu comme si on était des fous. Et puis, un jour, chez Air France, on est arrivé sur une étude de cas qui était donc une problématique de comment Air France peut monter en gamme sur l'expérience au sol. Donc Air France a beaucoup de difficultés aujourd'hui, vous le savez, avec sa concurrence low cost et un problème de positionnement et d'innovation sur ses services. Donc on a réussi à les convaincre, ça a été compliqué sur le rôle du design dans cette nouvelle définition du positionnement stratégique d'Air France. Et on est parti sur le terrain pendant 10 jours dans l'aéroport Charles de Gaulle. On est parti avec toute notre équipe de designers, ethnologues, architectes de l'information. Et on a fait ce qu'on appelle du shadowing, donc c'est-à-dire qu'on a suivi les clients à l'intérieur de l'aéroport. On a essayé de comprendre finalement quels étaient les émotions, quels étaient les ressentis, quelles étaient les perceptions de ces clients dans l'aéroport. Alors c'est très facile parce qu'un client Air France, c'est un client qui est stressé, qui est chargé, qui voit absolument pas qu'on le suit, même si on est avec une grosse caméra ou un appareil photo, donc c'est assez simple. Et donc, grâce à cette première étude de 10 jours, on a réussi à déjà rentrer en empathie avec le client. On a aussi recensé tous les objets, tous les messages, tous les espaces qu'il perçoit tout au long de son parcours. Et on a évidemment analysé les flux de personnes à l'intérieur de l'aéroport. Ce qu'il faut savoir, c'est que les entreprises se méfient beaucoup du qualitatif. Donc, ils veulent aussi beaucoup de chiffres. Ça les rassure d'avoir des statistiques, des pourcentages qui viennent étayer les études.
Alors, à partir de ce diagnostic, de ce premier diagnostic sur le terrain, on a réussi à formaliser une cartographie des parcours, une cartographie de l'ensemble des points de contact rencontrés par le client Air France depuis l'arrivée à l'aéroport jusqu'à l'embarquement. Alors, on a aussi scénarisé des scénarios d'usage sur tout ce qui était l'amont au voyage. C'est-à-dire que Air France nous avait donné la mission de nous intéresser à tout ce qui se passait dans l'aéroport, avec notamment toutes les problématiques de coactivité avec Aéroport de Paris, de savoir comment le client percevait tout ça. Et puis au fur et à mesure de notre étude, on a vu des clients arriver avec des chemises remplies de liasses de papier, ne sachant pas quel était le bon papier pour finalement s'enregistrer. Et on a, au fur et à mesure, remonté la chaîne de valeur du service pour savoir quels étaient les points défaillants à l'origine même de la réservation du ticket. Et donc, ce qui était intéressant pour Air France, qui avait vraiment cloisonné finalement le département digital du département expérience long courrier, qui ne se parlait absolument pas, de savoir finalement comment on pouvait mettre en cohérence ces deux services pour avoir une expérience client qui soit la plus fiable, la plus fluide et cohérente. On a pris également en compte les enjeux culturels. Donc Air France accueille beaucoup des clients étrangers. Les enjeux cognitifs, puisque quand vous êtes stressé, vous n'avez pas forcément une capacité intellectuelle de lire une signalétique très précise, d'avoir des panneaux qui vous interdisent tout le temps de bagages, des liquides et tout ça. Est-ce que il faut vraiment se poser la question de savoir à quel moment on peut placer la bonne information au bon endroit? Donc on a imaginé des réponses avec Air France sur l'accompagnement au voyage, sur la clarification de son positionnement de marque, sur comment on peut devancer les besoins des clients, comment on peut les accueillir, les guider dans l'aéroport, aussi autonomiser son parcours avec la digitalisation, etc. Alors je vous donne un petit exemple, parce qu'évidemment c'est des sujets qui sont confidentiels, mais on a travaillé beaucoup sur l'accompagnement au voyage. Finalement ça peut paraître évident, hein, mais c'était important de redéfinir avec Air France, savoir comment on pouvait être le plus prévenant et le plus agréable possible pour les clients. Donc ça passe à la fois par du design d'objets, du design d'espace à l'intérieur de l'aéroport, mais ça passe aussi par des messages, des consignes qu'il faut bien mettre en valeur, des informations sur les transports, des informations sur la marche à suivre, et surtout de combler des déficits d'information comme déficits d'information, décomplexifier l'information et de valoriser les informations essentielles. Donc finalement, un client aujourd'hui, il en a ras-le-bol d'avoir des questionnaires qui n'en finissent plus, des sites internet labyrinthiques. Et tout ça, ça va participer à la frustration et à la mauvaise perception de son expérience de service. Et on a donc défini avec Air France, on a travaillé sur des services sur la continuité des services en développant des outils pour informer, pour guider, pour apporter de la réassurance au client tout au long de son parcours. Et c'est des services comme des applications mobiles, du SMS, de la signalétique, comme je le disais. On a aussi travaillé beaucoup sur l'économie de l'attention, qui, dans un aéroport, vous avez des perceptions de l'attente qui peuvent être décuplées avec la charge émotionnelle. Et on a travaillé sur savoir comment on crée un environnement qui est le plus confortable possible pour le client. Et le résultat de cette étude, c'est de comment finalement aujourd'hui on travaille avec Air France sur la création d'un service à forte valeur ajoutée, à la fois sur la marque, sur la digitalisation des parcours pour le client de demain et sur le rôle des agents également. Voilà, donc j'espère que vous avez appris quelque chose sur le plan marketing et sciences humaines plus design. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci, donc n'hésitez pas. Une question. Merci pour cette présentation. Je voudrais revenir sur les deux exemples que vous avez donnés, donc Airbnb et Air France. Autant Air France, on voit bien qu'il y a une vraie proposition de valeur qui évolue, enfin, proposition de valeur au sens business model. Donc,
une offre de service améliorée, donc qui passe par une démarche de design de service. En revanche, pour Airbnb, ça me paraît moins évident dans le sens où vous dites au départ ça n'a pas marché parce que les clients n'étaient pas rassurés. Cela dit, ils sont dans un business model où de toute façon, pour que ça marche, il faut qu'il y ait un effet de foule, comme on a sur Internet, pour que l'offre soit intéressante, c'est-à-dire qu'il y ait de l'offre et de la demande et qu'il y ait un large choix. Donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que je pense qu'ils ont intégré dans leur business model le fait que ça met un peu de temps à démarrer. En revanche, ils ont fait de la communication qui rassure, qui donne envie aux gens d'utiliser le service. Donc, est-ce que vraiment, dans l'exemple de Airbnb, c'est du design de service? Autant sur Air France, oui. Et là, j'ai des doutes sur Airbnb. Alors, pour moi, ce qui est intéressant avec Airbnb, c'est juste la démarche d'aller vers les usages, d'aller vers le client, d'essayer de rentrer en empathie avec le client. Après, évidemment, c'est toujours du marketing, c'est beaucoup du marketing, c'est comment on va construire un positionnement de marque qui va aller vers ces clients-là. Mais aussi, pour moi, c'est du UX design, pas forcément du design de service, mais savoir comment on va construire aussi une interface qui réponde à ces besoins identifiés. Je vais encore vous répondre. Je pense qu'au contraire, c'est vraiment du design de service. Pour l'avoir utilisé, je ne sais pas si ça a été votre cas, mais je l'ai utilisé de bout en bout. Et pour faire régulièrement des locations, pour avoir fait l'expérience Airbnb par rapport à une expérience sur Gîtes de France ou des sites plus classiques, il y a vraiment une différence entre les deux. Et là, on sent vraiment le travail de design de service. Que ce soit dans les services proposés, la notion des photos qui est essentielle quand on va sur le site, sur le suivi du client, c'est-à-dire qu'entre le moment où vous allez commencer à réserver et toutes les étapes, on sent qu'il y a vraiment eu un travail de fait pour que tous les points de contact soient vraiment traités de manière très propre. Et ça va jusqu'à vraiment la fin et la fin et l'après-location qui est vraiment bien traité. Donc là, j'insiste, allez voir, faites l'expérience et parlez-en autour. Je pourrais vous en parler après la conférence, mais il y a eu vraiment un travail de design de service intéressant. Encore une question. Bonjour. J'ai une question par rapport à... Alors, j'ai pas compris combien de personnes exactement se trouvent dans votre structure, mais j'aimerais savoir si vous segmentez vraiment chacune des fonctions, ou est-ce que, parce que vous parliez tout à l'heure de quand vous partiez, enfin toute l'équipe part sur le terrain, ou est-ce que vraiment à toutes les étapes, chacun des membres de l'équipe travaille dans tout le processus. Enfin, voilà, j'aimerais savoir un peu comment vous travaillez. Alors on travaille toujours ensemble, on ne segmente pas du tout les équipes, au contraire on travaille beaucoup en pluridisciplinarité sur les projets. On essaye de nourrir la réflexion par les compétences des uns et des autres. Donc non, on n'a pas du tout un pôle design, un pôle commerce et un pôle sciences humaines, au contraire. On a plutôt un pôle projet sur lesquels travaille un designer, un ethnologue, voilà, personne du marketing. Voilà. Alors, est-ce que Saint-Étienne a des questions ? Allô, Saint-Étienne ? Nous sommes là. Est-ce qu'il y a une question à Saint-Étienne ou on peut en terminer une ici ? Non, on a fini. Bon, alors on va en prendre encore une. On va en prendre encore une à Paris alors. Bonjour. Comment mesurez-vous l'expérience de vos clients ? Vous parliez du waiting time. Je comprends l'approche d'observer les clients quand on conçoit. Mais après, comment vous mesurez l'expérience des clients en production dans un aéroport pour Air France ? Comment vous pouvez mesurer ça ? Alors on fait, comme je le disais, avant on était beaucoup sur du qualitatif, sur vraiment plutôt sur des ethnologues qui allaient essayer de mesurer la charge émotionnelle, mais aller expliquer à un client grand compte comment justement on est arrivé à ce résultat-là. Donc on a mis en place aussi des mesures quantitatives pour aussi appuyer nos diagnostics avec des chronométrages. Par exemple des temps d'attente, c'est très simple à faire, des chronométrages de files d'attente où on mesure en fait à des moments d'affluence combien de temps, combien de mètres fait la file d'attente, des choses comme ça très simples à mettre en place qui vont venir étayer notre analyse.